Bonjour, bienvenue au Théâtre du Galpon. On est très content que vous soyez là, de votre curiosité, pour venir découvrir cette composition. Et je m'appelle Gabriel Alvarez, je suis le co-directeur du Galpon avec Nathalie Taquela. Cet lieu existe ici depuis 12 ans, c'était construit par l'association. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du Galpon. Et nous, on fait une programmation qui est riche parce qu'on ne programme pas seulement des créations de compagnies de danse et de théâtre, vous allez voir, mais on programme aussi des ateliers pour les enfants et pour les adultes. On crée des événements comme celui-là qui est dans le cadre de la fête du théâtre. On édite des livres aussi. Et ça nous arrive. Et donc voilà, c'est un lieu multifonctionnel qui a beaucoup de possibilités différentes. Et je vais présenter Justine Rouchat. Je ne sais pas dans quel ordre je peux présenter parce qu'elle est aussi polyvalente comme les Galpons, c'est-à-dire qu'elle est écrivain, actrice, elle fait de la mise en scène, elle écrit aussi avec sa compagnie ses pièces. Là, il y a la dernière qu'elle a écrite, que si vous êtes intéressé à l'acheter, c'est Angelina, peut-être elle vous expliquera à la fin de quoi il s'agit. Et elle travaille avec ma compagnie depuis 7 ans. Et donc le livre et la lecture que vous allez entendre, c'est de 7 ans dans la compagnie, depuis le moment qu'elle a commencé jusqu'à la fin. Elle est aussi, il faut le dire, c'est une artiste invitée du théâtre. Donc, artiste invitée, ça veut dire qu'il y a deux, un pour le théâtre, que c'est Justine, il y a pour la danse, que c'est Marion Varesville. Et c'est des artistes qui ont la possibilité, pas seulement de présenter leur création, mais de venir travailler aussi. Le livre de Justine, il était écrit ici au Galpon. La plus grande part des livres, c'était écrit ici. Voilà, et la chose que je vous propose, c'est qu'elle fera une lecture de ce extrait du test. Hein? C'est pas, elle va sentir votre attention, mais ça va être entre 20 et 30 minutes. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, discuter avec elle. Je fais aussi les petites annonces commerciales. Il y a des livres à la vente, si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux. Donc voilà. Et à la fin de tous ces programmes, il y a le buffet qui continue, cette fois avec les salles. Voilà. Merci. 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 Bonjour, merci d'être là. C'est super de pouvoir partager ce travail avec vous. Donc comme disait Gabriel, ce livre, c'était l'envie de donner, à partager un peu avec quoi on travaille quand on est acteur, qu'est-ce qui se passe finalement. Il y a une grande partie des spectacles qui sont créés ici dans cette salle. Donc on n'a pas les costumes, on n'a pas la scénographie, on a parfois des bouts de texte, mais même pas vraiment la totalité. Et donc j'avais envie de faire un objet qui puisse, pour celles et ceux qui sont intéressés, donner une sorte de fenêtre à notre travail, en fait, qui est invisible pour le public. Et donc j'avais, maintenant ça fait 1 année que j'ai écrit ce livre, donc ça faisait 6 ans de travail dans les tiroirs, des notes, des photos de spectacles, enfin toutes sortes de choses. On avait commencé aussi des entretiens avec Gabriel sur quelle était sa vision du théâtre, parce que finalement c'est pas quelque chose qui nous partage à nous acteurs quand on est dans le travail. On travaille sur le spectacle ou sur notre pratique, mais pas forcément, on n'a pas forcément des échanges, disons, plus théoriques dans le travail. Donc c'était une envie que moi j'avais. Donc on a commencé à faire des entretiens, j'avais retranscrit une partie, puis j'avais toute cette matière. Et la grande
difficultés ou questions, ou c'était comment organiser tout ça et trouver une structure qui permette à une matière explosée finalement ou d'une nature très différente d'entrer dans un livre. Donc j'étais en train de lire Rayuela Marel de Cortázar, donc j'aimais beaucoup cette histoire d'avoir la possibilité de sauter d'une page à l'autre, d'être dans un rapport ludique aussi à l'objet lui-même. Et donc je suis partie avec l'idée du labyrinthe. Dire, voilà, finalement, dans la création artistique, on est aussi dans un espèce de labyrinthe, on ne sait pas exactement où on va aller, on sait qu'on va arriver quelque part, mais on ne sait pas, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai conçu un objet à l'intérieur duquel il y a toutes sortes de matériaux différents, et il y a une carte pour se retrouver ou se perdre dans ce labyrinthe-là, avec tous les extraits de texte et des numéros qui nous disent, pour celles et ceux qui ont envie de le savoir, de quel type de texte il s'agit. Donc il peut y avoir des emails, par exemple, des citations d'autres auteurs, des récits, des notes de travail, des extraits de journal intime, des photos, et tout ça dans l'idée d'être en dialogue. Que le théâtre, c'est un dialogue avec les autres acteurs, de soi à soi-même, avec toutes nos confusions et nos joies, de nous-mêmes avec le personnage, de nous-mêmes évidemment avec la mise en scène, et de nous-mêmes avec le travail, et avec pourquoi est-ce qu'on est en train de faire du théâtre aujourd'hui. Et donc tout ça a constitué le support de ce texte, donc je vais vous lire des extraits maintenant. Donc j'ai choisi des extraits de nature assez différente. Et pour commencer, c'est le prologue de ce travail qui vous raconte peut-être un peu comment ça a démarré. Donc prologue. Alors tu fais un livre d'entretien pour les 35 ans du studio d'action théâtrale, c'est ça? J'éteins mon enregistreur. Non. Je fais une recherche pour Angelina, mon prochain spectacle autour de l'image qu'on a de la prostitution. On vient d'en discuter pendant plus d'1 heure. Comme on se bagarrait par email sur ce que c'est que d'être actrice, je t'ai proposé d'en discuter et d'enregistrer, me disant que ça me servirait peut-être comme matière de travail. L'idée de départ de cet entretien, c'était ça. Mais tu es en train de me faire une proposition ? Gabriel hausse les épaules et un éclair de malice brille un instant dans ses yeux. Il se balance dans une chaise à bascule en métal, ancienne scénographie convertie en meuble de salon dans le studio du théâtre, sous les toits. C'est ici que sont accueillis les artistes venant de l'étranger. Et cette pièce sert aussi parfois de bureau ou de petit espace de répétition. Si c'est une proposition, pourquoi pas? On peut continuer nos entretiens. Ce sera l'occasion de te poser plein de questions. Ça me plaît, cette idée de prendre un temps pour discuter de lui, de son parcours, de son travail de metteur en scène, de ses aspirations, de son rapport au théâtre, de sa compagnie, le studio d'action théâtrale. Lui qui passe un nombre incalculable d'heures à nous regarder travailler, à nous demander, à nous, quelles sont nos aspirations, notre rapport au théâtre, à nous-mêmes. Nous, comédiennes et comédiens, empêtrés dans nos problèmes techniques, nos blocages physiques ou psychiques, qu'il se fait un plaisir à identifier et à tenter avec nous de dénouer. Oui, voilà une occasion d'inverser le rapport, de m'intéresser à son parcours, à qui il est, à ce qu'il a rencontré. Un peu plus loin que le fait qu'il est né en Colombie, qu'il est venu en Europe il y a 40 ans pour faire du théâtre, en passant par l'Italie et l'Europe de l'Est, puis Berne, puis Genève. Poser mon regard sur son travail, et sur le mien, à l'intérieur du sien, puisque voilà bientôt 6 ans que nous travaillons ensemble au Théâtre du Galpon, dans ma Genève natale. Quelques jours plus tard, Gabriel me dit « Tu sais, j'ai réfléchi à cette histoire de livre d'entretien et j'aimerais qu'on trouve comment tu peux entrer en jeu toi aussi.
Je n'aimerais pas que je parle et que tu retranscrives et que ça s'arrête là. Ça m'intéresse pas trop. Ah, d'accord. Donc je me centre sur le travail de ces dernières années, alors? Oui, oui, mais aussi sur ton propre travail. Mais je voulais m'intéresser à toi, que ce soit toi qui parles et de toi pour une fois. Oui, oui, je vais parler, ne t'en fais pas, mais j'aimerais aussi que tu aies une place pour développer ton travail à toi, en tant qu'autrice, et qu'il y ait de l'espace pour ton travail de comédienne aussi. Pourquoi tu fais du théâtre? Quelle est ta vision de ton métier? Qui va parler dans ce que tu vas écrire? Moi. Oui, mais toi, qui? Comment ça, qui? C'est moi. Moi, c'est moi, quoi. Oui, mais laquelle? Pourquoi tu n'écrirais pas plutôt un roman? Ou de la poésie? Avec des monologues où les personnages que tu as joués prendraient la parole, par exemple. Antigone, Cassandre, Dionysos. Ou alors quelque chose d'éclaté. Ou un journal intime, avec tous tes cahiers de notes, tes textes. Pourquoi t'as eu envie de faire ce livre? Ça y est, je le vois venir. Il est en train de nouveau de retourner la chose vers moi. Avec les années, je commence à comprendre qu'il fonctionne avec intuition, lançant des pics sans arrêt, des propositions, des provocations, pour bousculer, amener le travail toujours un peu plus loin. Alors, pourquoi t'as eu envie de faire ça? Mais je sais pas, c'est toi qui m'as proposé. Ah non, c'est toi qui as voulu faire ces entretiens. Oui, mais c'est toi qui m'as proposé de faire un livre. Oui, mais t'as envie de le faire ou pas? Oui. Donc, pourquoi tu veux le faire? Je sais pas. Et toi, pourquoi tu veux faire ça? Pour témoigner de mon parcours. Et j'aime cette idée de dialogue, de discussion à bâton rompu, de cet échange intergénérationnel. Des dialogues, il peut y en avoir à beaucoup de niveaux différents. Celui entre toi et moi, bien sûr, mais aussi entre toi et cette matière. Entre toi et toi-même, entre toi et le théâtre et les personnages. Et toi, pourquoi tu veux le faire? Je crois que ça me plaît de continuer le travail avec toi d'une autre façon. Et aussi de prendre un temps pour regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Pour partager une expérience qui n'est accessible que par nous de l'intérieur. Pour garder une trace. J'ai envie d'un objet qui témoigne du travail pour moi et pour les autres. L'introduction. Encore un récit. Faire un objet à l'image de son travail, de notre travail au SAT. Labyrinthique, intuitif, organique, dynamique, poreux, ouvert aux associations d'idées venues d'on ne sait où, et par la suite on sait souvent d'où, mu par une logique autre qu'une pensée cartésienne. Un exercice difficile pour moi qui cherche toujours à pouvoir expliquer, rationaliser, baliser. Donc, suivant la proposition, une des propositions de Gabriel, j'ai commencé à m'imaginer dialoguer avec mes personnages que j'avais joués. Ou bien, qu'est-ce qu'il viendrait dire, qu'est-ce qu'il viendrait me dire, ou voilà. Et donc, ici, c'est Card, qui est un personnage de Barker. Avec, du coup, j'ai repris l'écriture aussi de Barker. Je me suis un peu inspirée pour les faire parler comme je les avais portés. Donc, délire de Card, grave épouse. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bombe en toi? Une bombe en toi? Sûrement, Strassa. Sûrement que tu le sais. Toi aussi tu en as des... Oh oui. Toi aussi, toutes ces choses non affrontées qui dorment en toi, que tu veux oublier, que tu as oublié. Oui, tout ça, tout ce qui sommeille en toi depuis des siècles, mais vraiment des siècles, toutes ces choses que tu ne peux pas regarder. Et pourtant, tu sais que c'est là et que ça sommeille.
Même si toi-même tu sommeilles tu fais tout pour n'être pas, ne pas être. Ça pourrit en toi, toutes ces vieilleries du fond de ton grenier, du fond de ta cave, que tu ne veux pas jeter, pas dépoussiérer. Tu veux les conserver, peut-être. Ces vieilles bombes du fond du grenier, c'est ça? Tu les aimes, finalement, c'est ça? Je te parle, Strassa. Te parle. Mais ne réponds pas, ne répondez pas maintenant. Tu sais que le jour où tes vieux démons viendront te prendre, tu le sais ça, le jour où tu auras le courage de... Alors prépare-toi bien, Strassa, prépare-toi. Un extrait de récit, Paysage avec Argonaute 2, qui est un extrait de quelque chose qu'on fait beaucoup ici, dans cette salle. Oh! Ne panique pas, tu commences à t'emballer. Tout le travail, c'est de ne pas perdre l'attaque, mais sans courir, sans serrer, sans taper ni forcer. Les consonnes sont comme les petites clés qui ouvrent, qui donnent forme au flot des voyelles. Vas-y, seulement les voyelles maintenant. Ou, et, ah, et, oi, i, on, a, ni, ouvre la bouche, oi, moins de force, tout le souffle. Et tout le souffle, ça ne veut pas dire plus de force, ni plus de volume. Oh, ouvre, vas-y, avec consonne et voyelle. Voulez-vous que je parle de moi? Moi qui? De qui est-il question quand il est question de moi? Qui est-ce que moi, sous l'averse de fiente, dans la peau de calcaire, ou encore moi? Et ouais, c'est incroyable, hein? Lorsqu'arrive le sens, le texte, il bouffe tout. Tu as vu la richesse du son tout à l'heure? Et là, tout d'un coup, tu explores la moitié à peine de tes possibilités. C'est le mot qui prend toute sa place. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du sens? Le sens, il est là de toute façon. Hé, vous êtes très pudique avec le langage. Il faut risquer beaucoup plus. Allez, quelqu'un d'autre. J'aimerais mettre ici une photo du travail, dans la salle de répétition. Mais il n'en existe pas. Nous, dans nos trainings, tantôt bondissants et suants, tantôt tranquilles, tantôt zombies perdus, tantôt écrasés de fatigue, parfois saisis d'un élan dont on ne connaît pas l'origine, virevoltant avec joie et virulence entre les images qui peuplent soudain l'espace vide. Les heures passées en cercle aussi, à lire à l'envers, à la pêche aux mots, à l'articulation d'un sens nouveau, ou en ligne, comme pour un tir à l'arc imaginaire, à projeter de furieux « ya » avec nos voix dans l'espace, et le dos qui picote, et puis qui picotera de moins en moins. Chemin, souvenir, mémoire, marque, cicatrice, frontière, pas, pied, main. Axe de travail pour Antigone. Qu'est-ce qu'un mythe?
Qu'est-ce qu'il peut mettre en mouvement comme vécu pour mobiliser une énergie qui nous porte? La différence entre dire le texte et la voix cachée qui est derrière. Jouer le texte, jouer avec le texte. La hauteur, rythme, matière sonore, voyelle, consonne. Agir vocalement. La désobéissance, la trahison, rébellion d'adolescence. Le sang. Pur, impur. Résister, maternité. Le non. La marge. Les oppositions, vie, mort, féminin, masculin, individu, état, jeune, vieux, homme, Dieu. L'anniversaire de Jocaste, qui est donc la maman d'Antigone, consigne d'improvisation. C'est l'anniversaire de Jocaste, mère d'Antigone, Ismène et Théocle et Polynice, mère et femme d'Édipe. Chacun doit écrire pour son personnage un texte où il, elle, choisit de régler ses comptes avec un ou plusieurs membres de sa famille. Antigone. Salut, bonsoir, ouais. Je vole la parole un instant. Je profite que tout le monde soit là parce que l'occasion est trop belle. Tous ici. Jocaste, tous tes enfants réunis. Enfin, tous. Je dis tous, non. Ton premier père, fils, père, je dis père. Mon père, ton premier fils, notre père, mon frère, notre frère n'est pas présent, bien sûr. Bref, ça devient tout de suite confus quand on parle de notre famille. Ouais, bref. Alors je prends votre attention, séquestre quelques minutes de vos conversations mondaines et sans intérêt, ting ting ting. Elle tape avec une cuillère contre son verre. Ouais, je vous vois. Vous pensez, ça y est, la petite labe d'acide est déjà bourrée. Bref, je m'étais promis de me la coincer, mais... Vous savez comme c'est, on boit un verre ou deux et ciao les promesses. Donc, je tiens le crachoir un moment pour lever mon verre à la force de ma mère. Oui, d'être toujours là, en vie, droite et digne, malgré le bordel qui secoue notre famille, qui a secoué notre famille et qui va la secouer encore et encore. Jocaste, après le choc de la nouvelle cataclysmique il y a quelques années, après la disparition de mon père, tu as essuyé les commentaires divers et variés, les regards en coin, les messes basses. Aujourd'hui, tu cherches une fois encore à résoudre les conflits de pouvoir entre tes fils, et Théocle et Polynice, à aménager les caractères si différents de tes deux filles pour que tout le monde s'entende. Ah, la descendance! Devant tout le monde ici présent, je te remercie de m'avoir donné le nom que tu m'as donné. Tu m'as éduquée à la liberté, ma mère. Antigone, par mon nom, tu me libères de la procréation obligatoire et ainsi je peux vivre pour moi-même. Antigonos, sans descendance. Je ne suivrai pas ta trace. Je ne mettrai pas au monde des enfants qui confondront oncle et grand-père, grand-mère et arrière-grand-mère. Santé! Elle vide son verre et se resserre. Ainsi, je vous prie, tous et toutes ici présents, d'arrêter de me parler d'enfants. Je n'en ferai pas. Et pour ma plus grande liberté, cessez de me regarder avec pitié, rancœur, de chercher à me convaincre. Cela ne sert à rien. Laissez votre sourire en coin qui dit « Tu verras, cela arrivera, même à toi, l'horloge biologique. » Libre à celles qui veulent être mères, et libre à moi qui ne le veux pas. J'ai fait un autre choix que ma sœur Ismène, avec sa ribambelle de marmots qui fait votre joie. Ismène, mon négatif, ou plutôt mon positif, qu'est-ce que tu es belle et tranquille, tout ce que je ne suis pas. Tu refuses de voir que la laideur existe. Tu crois en la beauté de la vie, la pureté de l'amour, et je ne peux que sourire d'un tel fantasme. Comment peux-tu y croire en voyant notre histoire ?
Tout cela n'est réel que dans ta tête, où la docilité a si bien germé. Elle vide son verre. Moi, j'aspire à d'autres espaces qu'à ceux que l'on me laisse. Je veux vivre à 100 à l'heure. Je veux rire et m'envoler, et boire et baiser librement, diriger et rassembler et entreprendre. À l'image de nos jeux de stratégie, Polynice, tu t'en souviens? Si nous avions les mêmes droits dans l'enfance, pourquoi n'est-ce plus le cas aujourd'hui? À l'heure où les jeux de pouvoir ont une réelle incidence sur la vie, je suis écartée de la place publique, relayée au rang de spectatrice qui regarde immobile ses frères agir et se faire la guerre. Mes frères chéris, entretuez-vous avec extase si c'est votre choix. L'enfance est derrière nous. Je vous ai déjà perdu. Elle remplit à nouveau son verre et le vide. À vous tous, je vous aime autant que je vous déteste. Moi, je récupère ma vie et la détache des autres. Un jour, je finirai bien par me tirer d'ici. À la liberté. Ce livre est parcouru de citations qui sont pour moi inspirantes pour le travail et que j'aime. Et donc, je vous en partage une du metteur en scène Claude Régis dans son livre « Du régal pour les vautours ». Et il dit « Je garde en moi cette nécessité absolue. Voir que le travail dépasse ce qu'on a pensé atteindre. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas trop décider ce qu'on désire atteindre. Ce qu'il faut, c'est créer une situation d'ouverture, où justement tous les dépassements peuvent se produire et se prolonger jusqu'à l'infini. C'est ça qui est important. C'est ouvrir le travail vers ce qu'on n'a pas décidé, vers ce qu'on ne sait pas soi-même, ce qu'on ne connaît pas. Contradiction. Atelier Horrendous Banquet 2021. Mais, Gabriel, ta consigne, c'est chanter sans variation. Tu m'expliques comment c'est possible? Vas-y. Attends, mais t'as toujours la même note ou quoi? Mais c'est plus une chanson alors? Vas-y. Ou alors le même rythme pour chaque note, mais en gardant les notes? Attends, chanter sans variation, je comprends pas comment je vais faire ça. Mais vas-y, vas-y là, tu vas voir comment tu vas te débrouiller avec ça. Vas-y. Hibou contre Rossignol. Répétition 2018. Toi, t'aurais voulu jouer une chouette, un hibou. Et voilà que je t'ai donné le rossignol. C'est comme ça, hein. Faut te démerder maintenant. C'est pas vrai. Je comprends simplement pas pourquoi l'amour, ça devrait forcément être représenté comme ça. Je m'en fous, moi, de porter une jupe et de mettre des talons hauts. Même si c'est pour jouer l'amour. Mais si c'est pour jouer l'amour, je trouve ça un peu, je sais pas, moi, un peu évident. On n'en peut plus de cette vision-là, non? Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Bah, je sais pas. Est-ce que je peux résoudre là, comme ça, en un spectacle, en une conversation, la question de la séduction, de ce qu'on demande aux femmes, aux hommes, des jeux de pouvoir, de désir, d'indifférence? La question de comment produire d'autres images, d'autres discours sur l'amour et la séduction, d'autres corps, d'autres rapports, d'autres codes, d'autres aspirations. Ça me désespère que le théâtre continue à véhiculer les mêmes schémas de genre. Ça me désespère encore plus que je n'ai aujourd'hui pas d'autres propositions précises à te faire, engluée moi-même dans ces images que je ne sais pas trop comment défaire.
Première relecture, Dialogue du désordre, juin 2022. C'est marrant cette histoire de rossignol comme tu l'écris. Le travail, c'était autour de l'orgueil, mais pas de la séduction. L'orgueil d'être le plus beau, d'être le seul oiseau qui chante, c'est son excuse pour ne pas se lancer dans sa quête. Ah, pour moi, c'était sur la séduction. Séduction de qui? De quoi? Moi, je crois que ce qui se joue là, plus qu'une histoire de hauts talons et de rouge à lèvres, ce sont d'abord deux idées du théâtre. Celle que je te propose, et une autre, celle avec laquelle tu es arrivé, où le théâtre cherche la représentation de quelque chose et est construit sur des signes déjà connus. La vision que j'ai, ce n'est pas celle-là. Moi, je ne cherche pas la reproduction ni la représentation de signes, mais j'ai l'impression qu'on s'est compris maintenant. Oui, je crois. Alors pourquoi t'écris ça comme ça? Parce que c'est là où j'en étais pour cette création. C'est vraiment comme ça que j'ai pris la chose. On ne se connaissait pas du tout. Et je continue quand même à penser que, par exemple, une femme ou un homme en talons hauts, c'est insignifiant dans notre monde. Celles et ceux qui assistent aux représentations vont recevoir ce signifiant à travers une grille de lecture de notre monde. Mais oui, j'ai compris petit à petit que toi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas le signifiant, mais ce qui nous est donné à vivre sur la scène et ce dont les gens vont témoigner. C'est complètement autre chose. Et ça, finalement, que ce soit en talons hauts, en savate ou pieds nus, quelque part, c'est anecdotique. Ce n'est pas le cœur du travail. Un extrait de journal intime. 4 août 2022. Limite et résistance. Quelque chose qui m'apparaît aujourd'hui, la différence entre la résistance et la limite. Est-ce que si je ne connais pas mes propres limites ou si je ne fais pas confiance au fait que je peux les poser fermement si nécessaire, je ne deviens pas pleine de résistance, qui me coûte énormément d'énergie pour tenter d'affirmer, de défendre, de protéger quelque chose? Une résistance contiendrait-elle beaucoup d'énergie alors qu'une limite, pas du tout? Tâche pour les acteurs et construction du personnage. Horrendous Banquet 2021. Une action sur l'avidité, une sur la voracité. Quel animal est votre personnage? Un souvenir d'une réunion familiale que j'aurais voulu casser, et comment? Un souvenir d'un objet que je casse m'appartenant à moi ou à quelqu'un d'autre. Le cru et le cuit. Une action sur la vulgarité, inspirée d'un personnage ou d'une personne que vous connaissez. Des objets, des matières à détruire. Le couteau, le sang, déchirer, couper, manger et parler en même temps. Mettre en scène un conte de Grèce. Bataille récurrente, répétition 2020. Mais pourquoi? Non! C'était tellement beau dans la salle de répétition tout à l'heure. Là, ça ne va pas du tout. Parce qu'on est en ligne, à 1 mètre les uns des autres, je n'entends pas les mecs, ils sont trop loin, on n'entend rien. Mais pourquoi vous bougez autant? Parce que c'est la mise en scène, Bruno. Assis dans les gradins face à nous, face à nos tables blanches, Bruno se tourne vers Gabriel. Gabriel, pourquoi est-ce qu'ils doivent bouger autant? Il faut rassembler les voix, qu'ils soient plus proches, qu'ils chantent ensemble. Gabriel reste imperturbable. Non. Ils doivent se débrouiller, c'est comme ça. Si je t'écoutais, chaque fois qu'ils chantent, il faudrait arrêter le spectacle, qu'ils se mettent en bloc et qu'ils ne bougent plus. Mais c'est encore le spectacle, Bruno. C'est chaque fois la même bagarre. Bruno ne répond rien. Après un temps de silence, il se lève des gradins et descend vers nous au plateau. Daï, on reprend. Je vous dirige dans le rythme et les dynamiques. Vous étiez tout décalé.
Entretien le 5 mai 2021. Gabriel. De mon point de vue, il n'y a pas une dissociation dans le corps. C'est tout à fait le processus contraire. Comment être une, corps et âme? Ça, c'est un travail. L'idéal du travail de l'actrice, c'est ça. Et peut-être pour arriver vers la fin. Le 15 juin 2021, un extrait d'entretien. Tu parlais des rêves tout à l'heure. Est-ce que tu rêves tes spectacles? Gabriel. Parfois en amont, un peu, des images. Mais quand on est en répétition au théâtre, je pense que je rêve beaucoup moins que vous des spectacles. Ça me vient parfois des bribes, des scènes, des situations, ou quand je sens que quelque chose ne va pas et que ça me travaille. Mais assez peu finalement. Rêve, répétition Cassandre hallucinée. C'est celle-là ton improvisation que tu as préparée à partir d'un rêve? Oui. Oui. Mais tu n'as pas travaillé à partir d'un rêve, non? Tu as travaillé à partir d'un souvenir. Mais comment tu le sais? Bah, ça se voit. Bah, comment ça se voit? Je suis là en train de faire des trucs sans parole dans l'espace. Comment tu peux dire que ça se voit que j'ai travaillé sur un souvenir et non pas sur un rêve? Bah, je sais pas. Une certaine qualité, oui, ça se voit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ta situation? Bah, tu veux que je te raconte? Non, non, ce qui se passe en toi, ça ne me regarde pas. Tu sais, je ne demande presque jamais ça. Ce avec quoi vous travaillez, c'est votre cuisine. Mais précise bien ton image. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas assez déterminé. Et pour terminer, comme j'ai ouvert avec le prologue, je vais terminer avec un bout de l'épilogue. Donc c'est un email de Gabriel Alvarez à Justine Ruchat le 29 juillet 2022 à 21h11. Objet, voilà mes retours. Tu ne voudrais pas développer ton dernier texte? Cet épilogue qui n'en est pas un, dans le sens de ton image du labyrinthe. Est-ce que tu es encore dans le labyrinthe ou pas? Veux-tu en sortir? Ces dialogues restent ouverts à tes oreilles d'actrice. Les oreilles de ces dialogues, ou peut-être les mots, cherchent-ils à te délivrer du Minotaure? Je lui réponds. Le lendemain à 1h34. Le labyrinthe? Oui, j'y suis. Et je n'ai pas besoin d'en sortir. Mais peut-être que ces dialogues ont accompagné le Minotaure vers l'extérieur, lui rendant ainsi sa liberté de bête sauvage et traquée, pour pouvoir me promener sans risque dans ce labyrinthe et peut-être inviter certains, certaines à le parcourir avec moi. Faire un épilogue, je ne sais pas. Pour dire quoi? J'ai l'impression que beaucoup a déjà été déposé là, et même le Minotaure. Bon, je laisse tomber cet épilogue. Je trouve que ça répète un peu ce qui a déjà été dit. Et pourquoi faire un épilogue si le processus ne s'arrête pas? Gabriel? Oui. J'ai déjà envoyé ton épilogue à l'oppression. Mais j'ai coupé des bouts, il est beaucoup plus court. Ça te va, j'espère. Bah, qu'est-ce que je vais te dire maintenant? Bah, et c'est ton livre, de toute façon. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention dans cette traversée. Si vous avez envie de partager ou poser des questions, je réponds volontiers.
ou des curiosités, ou des envies de... Je sais pas, enfin, je vous laisse. Gabriel n'est pas là? Si, il est présent dans la salle. Si. Oui. Ah, c'est Vous voulez me poser une question? Oui, il est là aussi pour répondre aux questions. Il y avait chaque fois Gabriel, alors il va à chaque fois. Une question. Oui. C'est un labyrinthe. Vous avez expliqué au départ votre livre et que votre intention aussi, peut-être pas une intention au départ, mais en tout cas perdue dans un labyrinthe. Et en même temps, on sent une forme de chronologie toutefois Oui. dans le livre. Donc on fait pas, donc on suit quand même une chronologie. Est-ce que c'est pour faciliter notre lecture à nos lecteurs, ou est-ce que il faut quand même garder une structure pour un livre? Ben, je pense que j'avais envie, parce que dans mon entrée dans cette matière-là ou dans cette vision théâtrale-là, il y a quand même eu des étapes, des moments où je comprenais rien du tout, et on s'est beaucoup, entre guillemets, bagarré, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, j'ai mis beaucoup de temps quand même à comprendre. Et puis d'ailleurs, en écrivant ce livre, tout d'un coup, il y a des choses et avec les discussions, il y a des choses qui me sont apparues. Je dis, ah, mais comment ça se fait que j'avais pas compris jusqu'à présent? Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait quand même, dans ce sens-là, une forme de chronologie, et non pas qu'à la fin, je dise, ah, mais j'ai rien compris à ce qu'on est en train de faire, parce que c'est plus le cas aujourd'hui quand même si certainement il y a plein de choses à découvrir encore. J'en suis pas au même rapport avec le travail qu'il y a 7 ans en arrière. Et donc pour moi, j'avais envie de garder ce développement dans la chronologie. Et après, à l'intérieur même de cette chronologie-là, il y a sans arrêt des allers-retours quand même, tout d'un coup, par rapport à une thématique. Je fais un saut en avant, peut-être on est dans Les Suppliants, qui est le premier spectacle. Et puis on va faire un bond vers Antigone qui est 3 ans plus tard. Et puis après, le bond vers Antigone va nous faire rebondir encore vers Horrendus Banquet, qui était il y a 2 ans. Et puis après, hop, je reviens sur le spectacle d'après. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une base chronologique en dessous qui est liée à cette envie de donner à voir une forme de développement et de plonger dans un travail. Ouais, tout à fait. Pour vous répondre, madame, c'est un exercice difficile d'écouter. C'est un exercice très difficile pour moi de l'écouter. Parce que c'est un travail qui est très intime. Et dans le livre, il y a une discussion parce qu'à un moment donné, elle me propose pourquoi je ne filme pas les répétitions. Je dis que c'est impossible de filmer ce processus parce que ça va déjà changer le comportement d'eux. Et après, c'est une rencontre très personnelle, ça qu'on fait dans la salle de répétition. Je pense que les cadeaux qu'ils me font, les plus grands, c'est me donner leur confiance. Et pour moi, c'est avec un certain pudeur. Quand j'écoute, c'est pas évident pour moi être là. Je vous dis, voilà. Mais c'est bien, en fait, de voir comment des gens qui sont à l'extérieur de ce processus, ils peuvent recevoir ces choses, parce que parfois c'est vraiment incompréhensible. Je vois le processus après le spectacle. Quand le spectacle est monté, il y a la volonté de qu'il y a quelque chose qui soit compréhensible à plusieurs niveaux pour le public. Mais quand je travaille avec les acteurs, ça se passe à un autre plan différent, que ce n'est pas celui de la compréhension, disons comme ça, mais de la rencontre, du vécu et d'un échange de confiance, en fait. Moi, je suis plutôt, je leur dis souvent, un passeur plus qu'un metteur en scène. Je suis là pour les aider à passer et révéler quelque chose qui sont eux,
et qu'après prend la forme bien sûr d'un spectacle, mais que cette vie intérieure, elle doit être là sous le prétexte d'un personnage ou d'un texte. Donc voilà, je suis une espèce de sage femme stérile qui est aidée à accoucher aux acteurs leur propre enfant, et après ça les appartient à eux et plus à moi en fait. Voilà. J'imagine que... Moi, je n'entends pas tout, mais je trouve que c'est extrêmement vivant. Comment tu dis les choses, ça fait vivre. Et ce qui, moi, me parle beaucoup, ça rejoint ce qui se passe en permanence chez Shakespeare, disons, c'est le lien entre la tête et le cœur, tous les points d'interrogation qui sont liés à ça, le rationnel et l'affectif. Et puis ça se parle toujours. C'est un questionnement en même temps, on ne peut pas le prendre comme ça. On est obligé de. Ça renvoie à sa propre vision du monde. Et je trouve vraiment bien ça. Ouais. Merci. Ouais. Oui. Ouais, ah, oui. J'imagine que vous poursuivez le travail. Prise de notes. Oui, bah oui. réflexion. Oui. Alors ma question par rapport à la chronologie, puis l'image je trouve génial l'image du labyrinthe. C'est lorsque vous publierez la suite, vous allez le faire. J'imagine que vous allez ajouter, ou bien vous allez insérer à l'intérieur les nouvelles réflexions qui vont mettre en résonance. Vous allez recréer une espèce de nouveau labilaire, une nouvelle résonance. Ce que je pourrais imaginer, mon épouse et moi, on est très souvent en relation avec des comédiens, des metteurs en scène, etc., mais plutôt dans la phase production, je dirais, pas tellement dans la phase création, mais aussi dans cette phase de production, les comédiens avec qui on est en contact, ils nous parlent aussi de l'évolution du spectacle qu'ils font, de leurs personnages. Alors, il y a deux questions. Ouais, alors par rapport à la suite, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, je continue à noter des choses. Après, vous voyez, c'est un petit peu différent. Enfin, les choses que je rencontre petit à petit là, je les écris peut-être moins ou sous une autre forme. Et puis, j'ai eu une envie, comme j'ai cette envie de transmettre quelque chose qui est intransmissible, quelque part, ce qu'il y a dans les répétitions, ces échanges, ces choses qu'on rencontre, toutes ces pensées qui nous traversent. Je suis en train de penser à un autre chemin qui serait celui d'un film, d'une vidéo. Et donc peut-être que la suite, ça prendra cette forme-là, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me passionne complètement dans le fait qu'on est totalement habité par ce travail, par le fait du théâtre, par le fait de faire du théâtre, d'être enfermé ici. On passe des heures ici, dans le silence, à faire toutes sortes de choses un peu étranges, et on se met par terre, et après on se dit mais c'est pas possible, je ne me supporte plus moi-même avec toutes mes... Bref, et on est comme ça totalement plongé dans quelque chose. Et en même temps, au regard de notre monde, parfois, ça semble tellement fou de faire ça. Et je crois et en même temps, c'est ce qui nous tient en vie, et en même temps, ça fait tellement sens. Et je suis complètement fascinée par ces deux choses-là, que j'ai tellement envie de partager ça, quoi. Donc peut-être que ça prendra... Une espèce de rédemption par rapport au monde. Peut-être, hein. Et on a besoin de ça, nous aussi, quand on est à l'extérieur. Ça fait plaisir à entendre. On a besoin de voir des gens qui sont torturés à notre place. Oui, il y a une question. Voilà, ouais. Moi, maintenant, c'est difficile depuis tout ce que j'ai entendu comme réponse, mais peut-être ça va aller dans ce sens aussi.
J'étais assez intriguée, ça m'a parlé, chaque fois que vous parlez des émotions, dans la lettre que vous avez écrite à Antigone, et ça va dans ce sens. Comment vous gérez vos émotions après, quand le personnage est fini, comment ça se fait? C'est ça que ça restait un peu, je ne sais pas si vous avez traité dans votre livre, mais comment on fait après? Pour moi, la question des émotions, c'est plutôt avant et dans toute la préparation. Mais après, j'ai un rapport qui est assez différent, puis en plus ça change avec les années. Donc aujourd'hui, c'est très différent d'il y a 3 ans en arrière, par exemple, où j'avais une bagarre forte avec les émotions qui tout d'un coup surgissent et qui deviennent compliquées, et puis je ne peux plus parler, je ne peux plus bouger comme on a décidé, enfin c'est trop fort. Mais ça se passe quand même toujours plutôt en répétition. Parce qu'on est dans un espace qui est protégé. Quelque part, il y a nous, les comédiens, comédiennes avec lesquels on travaille, et puis le metteur en scène ou la metteuse en scène. Mais c'est pas public. Et puis quand on arrive à la phase du spectacle, il y a déjà un chemin qui a été construit, balisé. On sait quels sont les endroits entre guillemets dangereux où on dit ouh là, chaque fois que j'arrive ici, ça me... Donc je le vois arriver, donc je peux le désamorcer ou dire bon allez j'y vais complètement, enfin, mais je me fais pas surprendre en spectacle parce que ouais ça peut arriver mais c'est rare. Et puis après ça devient comme un jeu finalement, enfin c'est aussi un dialogue, parce que c'est très physique, ça se manifeste de façon physique en fait, tout d'un coup une émotion qui arrive, je sais pas, moi j'ai des picotements dans les mains, je dis ouh là, ou tout d'un coup je sens qu'il y a une tension qui va arriver quelque part, et puis donc c'est vraiment musculaire, et ça peut aussi se travailler et se détendre, se relâcher, faire une pause, changer une tension du corps, ou bien tout d'un coup s'exciter beaucoup, ou il y a des techniques comme ça pour les travailler finalement, une matière de travail comme notre corps, comme notre voix. Les émotions c'est aussi ça. Et les endroits où c'est le plus compliqué, c'est peut-être en répétition, quand on ne sait pas, on se jette, on va découvrir un truc et puis paf, il y en a une qui arrive, on dit waouh, celle-là, il me faut un petit temps pour la digérer, ou pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Après, je pourrais rajouter quelque chose que c'est important par la c'est que la manière de comment on travaille, on crée des partitions. Les partitions comme pour un pianiste ou un musicien. Et donc, une structure qui est très, très, très présente. Et donc, cette structure, il les protège pour ne pas se faire bouffer quand une émotion arrive. Ils peuvent trouver le chemin pour qu'elle entre l'émotion, et il faut, en quelque sorte, que l'émotion soit dans les structures, mais ils savent que les structures, elle est là et qu'ils doivent l'accomplir dans tous les détails. Et donc, il y a comme une contrainte qui est importante pour ne pas se laisser bouleverser par l'émotion. Et l'autre, c'est que dans le travail, on ne va pas à la recherche des émotions. C'est un travail très artisanal d'un agriculteur qui plante un arbre, et le travail, c'est comment enrichir la terre pour que l'arbre pousse. Et quand l'arbre pousse, le fruit il vient après, et ça c'est l'émotion. Mais je ne donne jamais des indications, allez-y, soyez triste, en colère, pas du tout, pas du tout. Donc l'émotion il vient, et après l'émotion devient différente pour chaque acteur. Je veux dire, on ne peut pas provoquer une émotion par volonté, je ne peux pas dire je t'aime par volonté. Et donc tout le travail c'est autour de ça, et à la fin l'émotion vient ou pas, tant pis. Mais la structure, elle est très présente, et donc ils peuvent l'actuer, et le public, il reçoit cette structure, parfois il reçoit aussi l'émotion. Après, il y a 2 niveaux très différents, le travail qu'on fait des montages avec eux, pour soi-disant les personnages, et les montages que le public il va voir.
Et dans la tête du comédien, ça peut être tout à fait un autre montage que vous faites quand vous regardez un spectacle. Et mon rôle, c'est voir comment les démontages ils peuvent être compatibles à un moment donné, mais eux, ils peuvent être en train de penser n'importe quoi en train de jouer le spectacle, et vous êtes en train de recevoir l'Antigone que vous avez venu voir, en fait. Voilà. Comment choisissez-vous vos pièces et vos spectacles? Disons, choisissez-vous. Oui. Alors moi j'ai un travail de compagnie aussi à moi, où j'écris des textes et puis où il développe un travail qui est différent évidemment de celui qu'on fait ici. Et donc c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que dans le cadre du SAT, dans le travail avec Gabriel, en gros, soit c'est une envie qu'il a lui, de dire « Ah, j'ai super envie de monter ça, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de te lancer dans cette histoire ?» Et puis, parfois, alors il y a une fois où j'ai écrit un texte aussi, c'est comme si les choses elles arrivent par discussion ou par tout d'un coup il y a une thématique, on est en train de faire quelque chose et puis il dit ah ouais, ça une fois il s'est passé ça, le personnage d'Antigone, moi c'est vraiment un personnage qui me touche beaucoup. Ah bon, ça te touche? Ah ok. Et puis l'année d'après c'est ah bah et si on faisait Antigone? Et donc je dis bah en fait ça vient un peu des deux côtés quoi. Là le texte, il y a encore une représentation ce soir, c'était dans les cadres de travail qu'on appelle les ateliers, une semaine par mois. Et puis un jour, Gabriel est arrivé avec une matière et puis il a dit, voilà, on va travailler textuellement avec ça. Et moi, j'ai vu ce texte, j'ai dit, waouh, quelle langue incroyable, ça me faisait beaucoup rire. Je disais, waouh, mais c'est... 2-3 ans plus tard, on a eu cette possibilité de faire ça. Donc ça dépend un peu, ça vient d'une proposition ou de l'autre. Et après, dans mon travail à moi, comme auteur et metteur en scène, c'est plus des thématiques ou des rencontres. Tout d'un coup, j'ai une rencontre avec quelqu'un qui me plaît. J'aime cette personne. Je dis, j'ai envie de parler de cette personne-là, de son combat, par exemple. Et donc, je vais chercher autour de cette personne son univers, ce qu'elle doit traverser, etc. Ou une thématique. Là, le précédent, c'était sur la prostitution. Je dis, tiens, c'est une thématique qui me travaille et je vois que c'est un sujet qui génère beaucoup d'émotions chez les gens quand on en parle. Donc ça me rend curieuse. Pourquoi cette thématique agite tout le monde d'une façon ou d'une autre, de façon très différente, quoi. Donc dans mon travail d'écriture, c'est plus une question de sensation. Je sens qu'il y a un truc qui me gratouille, je ne sais pas ce que c'est, et puis je vais à la recherche de ça, et souvent c'est même après le spectacle que je comprends pourquoi j'avais voulu faire ça. J'ai juste une question par rapport au processus de création, parce que dans le cadre de la fête du théâtre, j'ai participé à la masterclass de Tigre. À un moment donné, je ne me souviens plus, une personne avait interrogé de nos sociétés de performance où tout doit être vite fait, tout doit être le moins possible, etc. Comment, depuis peut-être ces dernières années, vous avez vu le processus aussi impacter le processus de création théâtrale qui interroge aussi la vie, enfin c'est... Ouais. Là on a une chance, en même temps on se la donne, mais dans la façon de travailler c'était quelque chose qui était dans l'invitation de Gabriel quand on a commencé à travailler ensemble avec, on était 8 au début de cette histoire, en disant moi je veux faire des spectacles, mais faire des spectacles c'est pas ce qui m'intéresse. C'est la fin d'un travail, mais on ne va pas se retrouver pour monter le spectacle. Donc mon invitation, c'est de faire des spectacles, mais qu'on se voit une semaine par mois, pendant de janvier à juin, pour faire un travail régulier avant de monter un spectacle. Et d'ailleurs, ces semaines de travail, elles n'ont rien à voir avec le spectacle, quelque part. C'est l'exploration. Alors oui, il peut y avoir des thématiques, des choses, mais on ne travaille pas les textes des spectacles, on ne travaille pas les personnages, c'est vraiment de l'exploration. Et ça, c'est... Alors,
des grandes bagarres, parce que quand on est 8, on a tous nos horaires, nos machins, on a nos impératifs, il faut qu'on gagne notre vie. Enfin, donc c'est un investissement important. Et je pense que c'est une chance immense aussi de pouvoir libérer ce temps pour travailler pour rien, entre guillemets, ou sans l'impératif de la production immédiate de quelque chose. Et je pense que ça nous permet de sortir de cette situation dans laquelle on est souvent, de vite monter un truc, vite monter un dossier, poser le dossier, on a l'argent, on a 4 semaines de répète ou 6 semaines de répète, vite on va se mettre dans la salle de répète, puis vite on va faire ce qu'on a écrit sur le dossier, puis vite on va faire un spectacle, puis vite il n'y aura pas grand chose dans notre spectacle parce qu'on a vite dû le faire, puis qu'en fait dans le dossier on avait mis une intention qui était un peu au mauvais endroit, mais ma foi il faut y aller, on n'a pas le temps de travailler, de changer, voilà. Donc moi je pense que c'est ça qui nous permet aussi d'approfondir beaucoup le travail, et la pratique physique et la pratique vocale qui du coup s'entraînent tous les mois, donc de façon, c'est pas qu'une fois par année on se réveille et puis on dit ouh là là ça craque, il va falloir que j'aille sur la scène faire un truc quoi. Mais c'est une vraie question, les questions de production aujourd'hui. Que soit un outil de travail, pas seulement un lieu de représentation. De donner la possibilité aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir venir travailler et chercher. Le temps il change, c'est difficile, point de vue économique aussi. Et la notion du groupe, pour moi, c'est vachement important. C'est un travail de groupe, mais pas en tant le groupe pour pouvoir donner la possibilité à que chaque intégrant du groupe il manifeste sa individualité. Donc ce n'est pas la notion du groupe, ce n'est pas création collective, mais que c'est un groupe, il y a des conflits, il y a des rencontres, mais qu'il y a cette notion que dans les groupes, chacun il peut aller plus loin dans le travail. Et je pense aussi qu'on parle du processus du travail, théâtre, représentation, mais la chose importante aussi d'un lieu comme ça, c'est que c'est un travail sur soi. Et pour moi, c'est vachement important. De dire, si ce soi n'existe pas, à moi, ça ne m'intéresse pas de faire du théâtre. De dire, ce n'est pas un travail sur l'ego, ou sur les personnages, ou sur les succès, mais voilà, on a programmé des monologues qui ont très mal marché point de vue public, et il y avait très peu de monde. Moi, je le savais un peu au commencement, que c'était une prise de risque, mais si vous avez vu le spectacle, les deux actrices sont super, mais c'est le résultat d'un processus, un processus que j'espère pour eux, ici ou ailleurs, il va continuer. Mais c'est un processus de connaissance de soi. Pour moi, le théâtre, c'est un véhicule pour se connaître. Moi, c'est ça qui m'a permis de faire du théâtre, c'est comment me connaître moi-même. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est le reste. Voilà. Ce n'est pas trop important du point de vue. Mais bien sûr, il y a aussi ces ateliers, c'est créer une responsabilité du point de vue de leur métier. C'est-à-dire que le travail d'une actrice ou d'un acteur, c'est vachement difficile parce qu'ils sont objets et sujets en même temps. Et donc, il y a pas mal de nœuds à défaire ou à refaire, je ne sais pas. Et donc, il faut des outils techniques, et on insiste beaucoup, vocal et corporel, et qu'ils construisent une manière comme un artisan pour pouvoir construire leurs personnages ou leur mise en scène. Et ça s'apprend et ça se pratique. Voilà, c'est un métier que, je dis toujours aux acteurs, c'est un métier qui commence mais qui finit jamais. Dans le sens qu'on pense que maintenant on est super, mais comme on l'a vu, on est très beau à 30 ou à 40, mais quand on est 60 ou 70, on a une autre vie. Et voilà, il faut assumer ça et faire avec. Et pour eux, je pense que c'est important, mais c'est difficile. Mais l'esprit de la construction du Galpon, c'était ça en fait. Donner ces possibilités, on continue. On a réduit la programmation pour créer des résidents de recherche, juin, juillet, août, que l'outil, les gens ils viennent vivre ici
et faire et créer. Après, il y a la rencontre bien sûr avec le public, parce que quand même on fait du théâtre pour rencontrer le public. Et ça c'est évident. C'est aussi ces conditions qui ont permis la création du livre, et c'est ça qui est si passionnant, parce qu'il est merveilleux ce livre. On peut le lire, ouvre la page, et puis voilà. Et en plus, on a l'originalité, en plus de l'écriture, parce que l'écriture est elle-même. On a vraiment envie, on entend parfois ta voix, justement. Quand tu le dis, je m'en rappelle ta voix, et voilà, je trouve qu'il est complet, c'est pas le mot, parce que tu laisses une grande ouverture aussi dans l'espace, dans chaque page, il y a de l'espace. Voilà, je trouve qu'il est merveilleux. Je ne sais pas d'autres catégories. Merci beaucoup. C'est bravo, parce que je l'admire, et je pense que c'est toutes les conditions ici du travail qui ont aussi permis, avec le talent aussi, mais aussi le temps, et puis la remise en question de toi. C'est ce travail-là qui a. C'est comme une belle marmite qui a permis ceci pour moi. Merci. Il y avait une question. Peut-être Encore 3, puis après, est-ce qu'après on irait manger? Enfin, je sais pas. Moi, je suis bien, hein, mais si peut-être certains d'entre vous ont envie de... Oui? Oui, moi, c'était pas une question, c'était une remarque sur le livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un travail magnifique et je voulais te remercier de nous permettre d'entrer dans le monde du théâtre comme ça, parce que c'est quand même un monde assez clos. Tout ce qui est dans les coulisses, et évidemment on voit le résultat du spectacle et on est toujours très heureux de ce don au fond qui nous arrive, mais on ne connaît pas tout ce qui se passe derrière. Et donc ce livre, vraiment, je trouve, est un grand livre sur le théâtre, et c'est comme une sorte de pièce de théâtre sur le théâtre. Moi, je l'ai ressenti comme ça, pas tellement comme tu as utilisé l'image du labyrinthe, mais moi j'ai plutôt vu une grande mise en scène de ta part, et j'ai plus eu l'impression que tu étais metteuse en scène ou chef d'orchestre sur ce théâtre, plutôt que quelqu'un perdu dans le labyrinthe en train de chercher la sortie. Ok, merci. C'est rigolo parce qu'il y a eu à un moment donné la possibilité, avant de... Je me suis demandé si j'allais écrire une pièce de théâtre. C'était une question qui m'a traversé l'esprit en tout cas. C'est rigolo. Oui? Oui, c'est au sujet du répertoire de vos représentations. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un autre répertoire que le classique grec? Alors, on a travaillé, on a fait tout un cycle sur les Grecs, en effet, jusqu'à l'année dernière. Et puis là, on est parti un petit peu ailleurs, ouais, depuis quelques années. Et là, maintenant, en ce moment, il y a Testori. Alors après, c'est vrai que le sujet, il y en a un, c'est sur Cléopâtre, et puis l'autre, c'est sur Hérodias, qui est la mère de Salomé. Et puis on est en train d'être sur un travail beaucoup sur le langage. Et là, le prochain spectacle, c'est sur Gerasim Luka, un poète roumain qui écrit en français, dadaïste. Et donc c'est une exploration sur la langue, la poésie. Puis il y a des tensions fortes entre la vie, la mort, l'amour, le désir. Enfin, il y a toute cette des thèmes très forts qui sont dans sa poésie. Et puis après, la suite, on est aussi autour de... Il y avait un projet autour de Shakespeare qui n'a pas été jusqu'au bout, mais enfin, disons, où il y a d'autres choses, oui, que les classiques. Même si les classiques, ils prennent une place importante. Et moi, dans mon travail aussi d'autrice avec mes spectacles de ma compagnie, je me surprends à être quand même souvent attirée par les structures où les personnages
classiques, finalement, ils sont présents, même s'ils n'apparaissent pas, j'en parle pas. Par exemple, dans le tout premier spectacle que j'ai écrit, alors il y avait entre Antigone et Ariane tout d'un coup. Et donc même si elles n'apparaissent pas, puis on ne les voit pas dans la pièce, c'était comme un fil derrière qui était là, qui me permettait de construire, de structurer un récit. Moi j'ai des études grecques, des études classiques grecques anciens, puis latin pendant beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est un univers que je trouve extrêmement riche, qui m'appelle beaucoup, quoi. Peut-être c'est une des choses qu'on partage aussi en partie avec Gabriel, qui travaille beaucoup aussi avec les mythes classiques. Ouais. Et il y avait une dernière question, il me semble. Moi, j'avais juste une remarque. On parlait des coulisses, on parlait de labyrinthe, on parlait de chronologie. Ce qui m'a un tout petit peu interpellée, mais peut-être les gens n'ont peut-être pas envie d'entendre, c'était quand même 2020, 2021, 2022. Est-ce que ça a influencé le fait de dire, tiens, on fait autre chose, puisque on peut montrer les coulisses, on réfléchit les coulisses, puisqu'on est enfermé, on est dans ce labyrinthe, on est dans cette... Oui. Vous avez utilisé tous ces mots qui sont 2020, 2021, 2022 jusqu'en... vous avez dit juillet, je crois. Oui, alors après, ça correspond plus ou moins au moment... Voilà, mais je voulais savoir, parce que personne n'a... Oui, non, mais c'est carrément... On ne veut pas en parler. Non. Est-ce que c'était l'histoire de dire, on ne peut plus être devant la scène, donc on se met derrière et on écrit quelque chose, on montre ce que c'est que les coulisses. Disons, il faut travailler quand même, chacun a travaillé dans un endroit clos, dans un labyrinthe, c'est tout fait. Alors tout le monde en a parlé, mais personne n'a osé le dire. Je ne l'ai pas forcément pensé comme ça. Après, le livre, il a été écrit, on a fini en 2022. Oui. Donc, il y avait il y a toute une partie de la matière que j'ai aussi mise, parce il y a comme une sorte de mise en abîme aussi, que je suis en train d'écrire le livre, et au fur et à mesure, je l'envoie à Gabriel et il me fait des retours sur le livre. Donc ça rentre, donc c'est 2022 parce que c'est quand j'ai écrit le livre, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était pour moi très riche, de pouvoir partager cette écriture et d'avoir les retours. Parfois, les retours, je les intègre dans le truc. Il y avait des choses où on ne s'est pas comprises, on dit, là, il faut qu'on discute, quoi, tu vois le travail comme ça, mais enfin, attends, bon. Puis du coup, on discutait, on buvait un café, on disait, mais je crois qu'on donc c'était aussi comme un pas supplémentaire dans la connaissance du point de vue de l'autre, ouais. Après, les entretiens qu'on a fait, où la date revient toujours, c'est toujours le même jour, en fait, 2021. Il y a eu un entretien en mai et un entretien en juin. Donc ça revient aussi beaucoup parce que c'est le jour où on a fait ces entretiens. Et après, en effet, ça a émergé d'un contexte où il y a la ville a encouragé le fait qu'on ne pouvait plus travailler comme on le faisait, et donc ils nous ont mis des fonds à disposition pour faire un autre type de travail. Il y a des gens qui ont fait des films, par exemple, des captations de leur travail, etc. Puis nous, on ne voulait pas faire une captation du travail, pas filmer, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est une donnée supplémentaire qui a fait que ça a été possible de prendre un temps pour s'arrêter et dire, voilà où on en est, il s'est passé tout ça. Donc c'est un peu oui et non, je dirais. Dans un sens oui, et dans un sens ces dates-là, parce que c'est comme quand on a écrit le livre, quoi. Ouais. Vous le citez nulle part, en fait. Disons, pour quelqu'un qui vient dans 10 ou 15 ans, qui ouvrira ce livre, qui n'aura pas l'idée de dire, mais c'est vrai, 2020, c'était pile la peine. Ah oui, non, mais bien sûr, ça apparaît. Voilà. Oui, clairement. J'ai peut-être pas choisi les extraits, mais il y a quand même tout un moment. Ah bah si, toute l'année 2020, quand même, c'est très particulier. Voilà. Où on a joué ici avec toute la compagnie, on avait 5 spectateurs qui étaient ici, donc qu'est-ce que c'est de jouer pour une salle qui est presque vide? Oui, c'est les coulisses. Voilà. Oui, et donc ça, évidemment, c'est dedans, puisqu'on a l'année 2020 fait partie de ces années-là, carrément. Ouais. Okay. Merci. Des petits détails. Pendant la période de Covid, on a écrit un livre et on a demandé aux artistes qui étaient programmés, qui ne pouvaient pas jouer, ouvert, fermé. C'est un livre que, si vous êtes intéressé, on vous l'offre. Hein? C'est où les artistes y parlaient de ces situations particulières. Et l'autre qu'il faut le dire, Genève, c'est une ville particulière. Hein? Parce que, un peu schizophrénique, c'est moi comme j'appelle. C'est une ville qui, le luxe, les banques et tout ça, mais parallèlement, il y a une vie associative, des milieux associatifs et artistiques et créatifs
que c'est énorme et que c'est appuyé par la ville de Genève. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, moi, je suis ici presque 30 ans et depuis 30 ans, j'entends que, par exemple, la construction de ce théâtre, c'était une initiative à nous, mais les politiques étaient là, ils disent, OK, vous y allez, il est construit, on vous soutient. Et je pense que c'était la politique des derniers 30 ans de la ville de Genève, que heureusement ils ne sont pas une politique culturelle, mais ils sont de très bonnes oreilles pour voir les propositions des artistes à tous les niveaux et suivre et soutenir. Vous connaissez le budget de la ville, c'est un grand budget pour la culture, et donc ça, il faut aussi le dire. Et pendant cette période du Covid, que les théâtres s'étaient fermés, la ville il a continué à appuyer. Et le canton, après, il a créé ce fonds de transformation avec la Confédération. Et que nous, on a obtenu une aide pour l'écriture des livres grâce à ça. Donc, il faut le dire que oui, que c'est une ville bouillonnante artistiquement, mais qu'il y a aussi du côté de la ville, et surtout, et aussi un peu maintenant peut-être du canton, un appui pour que ça peut vivre et continuer à exister. Alors, je vous invite peut-être à manger. Ouais. Bon. Il y a le brunch qui nous attend. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de cet échange. Peut-être juste ajouter que si vous avez envie d'acheter le livre, il est là. Et que ce soir, il y a encore une dernière représentation du solo qu'on a monté ensemble avec Gabriel, que je joue, Hérodias. Voilà, si vous avez envie de venir voir le travail. Merci.